Donc bonjour, aujourd'hui on va parler de l'autisme, plus particulièrement des manifestations d'anomalies sensorielles chez les enfants autistes. Donc l'autisme a été décrit pour la première fois en 1943. Il soutient que l'enfant manifeste une incapacité à développer des relations, il a des difficultés à interagir avec les personnes et manifeste un intérêt plus grand pour les objets que pour les personnes. Et on enregistre également un retard dans l'acquisition du langage. Donc l'autisme fait partie de la grande famille des troubles envahissants du développement, les TED. Ça regroupe entre autres le syndrome de Rett, le syndrome d'Asperger et d'autres troubles désintégratifs de l'enfance. On décrit souvent le trouble de l'autisme comme un trouble envahissant du développement, puisqu'il y a plusieurs fonctions qui sont atteintes au lieu de seulement une fonction. Donc, pour ce qui est des fonctions, il y a les interactions sociales, la communication, puis les intérêts et comportements. Donc, chez un enfant autiste, il n'est pas rare de voir des signes non-verbaux d'interaction sociale qui sont absents ou qui sont mal utilisés. Donc, par exemple, un enfant qui a un contact oculaire absent ou qui regarde plus en périphérie. Également, ils ont des troubles de communication. Donc, puis souvent, c'est comme des manques de communication. Donc, ils compensent en utilisant d'autres méthodes de communication, par exemple les mimiques ou les gestes. Puis, finalement, pour ce qui est des intérêts puis des comportements, souvent, les enfants autistes voient leur intérêt orienté seulement sur un objet en particulier. Donc, par exemple, l'agitation de ficelles ou des objets qui font tourner. Donc, c'est des objets souvent impliqués dans des activités qui sont répétitives. Puis, non seulement les autistes présentent des anomalies physiques ou plus cognitives, mais également des anomalies sensorielles. Donc, nous, aujourd'hui, on a décidé de parler plus de l'hyposensibilité, l'hypersensibilité, puis la recherche sensorielle chez les enfants autistes. Puis, souvent, on peut voir plus deux extrêmes. Donc, on peut voir un enfant autiste qui est hypersensible et hyposensible en même temps. Puis, il y a plusieurs catégories. Dans le fond, il y a le tactile, l'auditif, le visuel, le vestibulaire, puis l'olfactif. Donc, sur le tableau suivant, on peut voir les manifestations d'anomalies sensorielles selon les différentes modalités. Plusieurs hypothèses ont été émises au sujet de la source neurologique de l'autisme. Nous avons donc choisi de vous en présenter deux. La première étant le dysfonctionnement du système excitation-inhibition du système nerveux central, principalement au niveau du système GABA. Donc tout d'abord, le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, ce qui explique son importance. Et de plus, le GABA se lie au niveau de deux récepteurs, soit le GABA-A et le GABA-B. Il faut mentionner que le GABA-A est composé de 19 différentes sous-unités assemblées de manière spécifique. L'agencement de ces sous-unités permet de différencier les récepteurs concernant les substances qui s'y lient. Il faut savoir également que les interactions inhibition-excitation du cerveau sont très bien régulées et elles contrôlent tout ce qui est les comportements, l'apprentissage et la mémoire. Donc, le système inhibition-excitation est régulé par l'action excitatrice du glutamate et l'action d'inhibition du GABA. D'ailleurs, le récepteur GABA est présent sur une aire très étendue du cerveau, ce qui explique son action régulatrice concernant les différents comportements. Une altération du système GABA aurait un lien avec l'autisme. Effectivement, une réduction du nombre de sous-unités aurait été détectée chez les patients autistes. Cela en ferait en sorte d'altérer l'action inhibitrice du système GABA. Une seule altération à cet endroit risque de basculer tout l'équilibre du système excitation-inhibition. De plus, une diminution du nombre de récepteurs GABA ferait en sorte d'altérer le système GABA. En ayant moins de récepteurs, il y a moins de sites pour que le GABA puisse se lier et par conséquent, il y a une diminution de l'inhibition au niveau de la postsynaptique. Ainsi, par conséquent, l'excitation du glutamate des neurones va augmenter et le ratio d'excitation et d'inhibition du cerveau sera très haut au niveau du cortex cérébral. Dans ces conditions, on peut constater certains comportements chez l'enfant autiste qui reflètent une hypersensibilité. En effet, si le GABA n'a pas son effet inhibiteur, le neurone va continuer d'être excité et ça va faire en sorte de suractiver certaines parties du cerveau concernant les comportements et les apprentissages. De plus, une hyperactivation de certaines aires du cerveau peut mener à un taux élevé d'anxiété chez l'enfant autiste. Et selon certaines études, l'anxiété pourrait être un facteur d'hypersensibilité.
deuxième piste de compréhension du trouble de l'autisme est cette fois liée à un dérèglement en sérotonine chez les gens qui sont atteints de ce trouble. En effet, on connaît l'existence d'un lien entre le neurotransmetteur sérotonine et l'existence du trouble de l'autisme depuis un certain temps déjà, puisque les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, sont une médication qui va être également utilisée pour traiter certains symptômes de l'autisme. On peut regarder de manière globale le fonctionnement des ISRS au niveau des synapses. Alors, les ISRS, la molécule va venir bloquer l'action des recapteurs en sérotonine situés sur la membrane présynaptique, ce qui va venir augmenter les chances que les neurotransmetteurs soient captés par le neurone en postsynaptique. Ainsi, les ISRS permettent de compenser un manque de sérotonine dans le système. Mais cependant, ce qu'on a remarqué chez les individus qui sont autistes, c'est qu'il n'y avait pas seulement un manque de sérotonine dans certaines régions du cerveau, mais parfois également une surconcentration en sérotonine. Et ce fait nous permet peut-être justement d'expliquer que les ISRS sont efficaces dans seulement 50% des cas chez les gens qui sont atteints d'autisme. Alors, en 1997, il y a une étude qui a été menée auprès de 8 enfants atteints d'un trouble de l'autisme, chez qui on faisait des PET scans, des tomographies par émission de position, en utilisant un traceur spécifique, ce qui nous a permis d'obtenir des images finalement du cerveau qui nous montrent les concentrations en sérotonine, et ce qui nous a permis de comparer les résultats avec ceux des enfants qui étaient non atteints par ce trouble. Ainsi, ce qu'on a remarqué, c'est que chez 7 des 8 enfants qui étaient atteints, il y avait une trop faible concentration en sérotonine au niveau du lobe frontal droit, une trop faible concentration au niveau du thalamus droit, et finalement une surconcentration en sérotonine au niveau des noyaux dentelés cérébelleux gauche. Alors, vous vous demanderez sans doute comment ces informations peuvent se lier avec l'existence de troubles sensoriels. Eh bien, tout d'abord, on sait que ces 3 régions du cerveau que je viens de nommer qui comportent des anomalies au niveau de la sérotonine sont toutes unies par ce qu'on appelle la voie dentato-thalamo-corticale, qui est connue pour son implication dans l'intégration sensorielle. D'ailleurs, on peut penser au thalamus, qui est connu pour un lieu de relais de l'information sensorielle, un lieu de réception de celle-ci et de l'intégration. Un autre élément aussi qui nous permet de lier l'hypothèse de la sérotonine à l'existence des troubles sensoriels, c'est que, comme on le sait, un dérèglement en sérotonine a un impact au niveau de l'anxiété, de la génération de l'anxiété chez les gens qui ont des problèmes avec leur sérotonine. Ainsi, comme on l'a vu avec ma collègue tout à l'heure, un dérèglement en sérotonine va venir augmenter l'anxiété, ce qui peut justement venir augmenter les facteurs contribuant à des troubles d'hypersensibilité. Finalement, tous ces éléments nous permettent de conclure que l'hypothèse de compréhension de l'autisme liée au dérèglement en sérotonine en est une qui nous permet d'expliquer en partie l'existence des troubles sensoriels. Donc, comme mentionné plus tôt, plusieurs fonctions sont atteintes chez les autistes, notamment les interactions sociales, la communication, les intérêts et les comportements. Donc, dès l'âge de 1 an, on peut poser un diagnostic chez les personnes TSA, mais les symptômes vont être plus problématiques à l'entrée à la maternelle. Donc, dans cette partie, j'aborderai principalement les difficultés rencontrées à l'école et les solutions que le personnel enseignant va utiliser pour intégrer les élèves autistes dans le milieu scolaire. Puis, par la suite, je vous parlerai des rôles de l'ergothérapeute avec les personnes TSA. Donc, les personnes TSA ont beaucoup de difficultés à entrer en interaction avec les autres personnes, surtout parce qu'ils ont de la difficulté à communiquer. Donc, les autistes vont avoir beaucoup de difficultés à interpréter les émotions et à comprendre la communication non verbale. Donc, ça va amener une diminution de l'empathie chez ces personnes-là. Donc, aussi, les élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme vont être beaucoup plus visuels qu'auditifs généralement. Donc ça va aussi atteindre la communication. Donc à l'école, ça va être très favorable pour eux d'utiliser des pictogrammes comme ceux-ci. Donc là, je ne sais pas très bien, mais les pictogrammes, dans le fond, ils montrent les émotions que les personnes TSA peuvent ressentir, comme la colère, la joie, etc. Aussi, donc, comme j'avais dit un peu plus tôt, les intérêts sont très restreints chez les personnes autistes. Donc ça va créer souvent des crises de comportement à l'école parce que les activités scolaires ne vont pas nécessairement rejoindre le champ d'intérêt de la personne autiste.
Donc, à l'école, ça va être très important d'avoir une bonne gestion du temps et une bonne gestion de l'espace pour encadrer l'élève TSA parce que les personnes autistes ont peu de capacité d'adaptation. Donc, avec des routines et des étapes bien spécifiques, ça va les sécuriser et ils vont se sentir plus organisés. Voici un exemple de scénario social utilisé auprès de l'élève TSA. L'enseignant va donc demander à l'enfant de choisir entre le chemin court et le chemin long. Cela encourage l'élève à choisir le chemin court et donc d'éviter les crises de comportement. À long terme, les scénarios sociaux permettent aussi l'intégration des personnes autistes dans la société. Ici, on se retrouve dans une classe adaptée pour les élèves TSA. Donc, vous voyez, la lumière est tamisée, les murs sont neutres. Ici, on a une chaise qui a été conseillée par une ergothérapeute. Ici, les zones de travail sont délimitées. Vous voyez au tableau, il y a des pictogrammes. Et ici, un coin sensoriel qui sert aussi de coin de repos, puis il y a plusieurs objets là, qui servent à apaiser les élèves. Pour conclure, il est important de toujours se rappeler que les comportements qu'on juge anormaux chez les personnes autistes sont la majorité du temps causés par une incompréhension de la situation et par des troubles neuropsychologiques.